Aujourd'hui, on retrouve Pierre-Alix Yoré, le cofondateur du projet 2 tonnes. 2 tonnes, c'est un atelier immersif et collaboratif qui nous propose des scénarios d'action concrètes pour tendre vers la neutralité carbone. C'est aussi une grande communauté d'animateurs et d'animatrices engagés. Nous avons rencontré les deux porteurs du projet, Pierre-Alix et François, durant nos pérégrinations dans l'écosystème de la transition écologique, en 2019. Pierre-Alix est depuis devenu un ami et nous sommes heureux de pouvoir l'embarquer avec nous dans le projet de recherche Cosmogonia. Il va nous parler avec ferveur de la genèse du projet, de son impact, de son expérience personnelle ou encore des futurs possibles pour lesquels il se lève tous les matins. On vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que le projet 2 tonnes? Donc 2 tonnes au départ c'était un atelier et 2 tonnes aujourd'hui c'est aussi le projet. Un projet qui a pour objectif d'accélérer la transition qui permettrait d'atteindre ces 2 tonnes en mettant en mouvement les acteurs de la transition, qu'ils soient individus bien sûr, mais aussi collectifs, c'est-à-dire des organisations, des entreprises, des collectivités, etc. Et cette mission-là d'accélérer cette transition, nous l'accomplissons en déployant massivement l'atelier 2 tonnes, qui est un outil justement pour mettre en mouvement les gens. Donc le principe de l'atelier 2 tonnes, c'est de permettre aux participants, en groupe de 6 à 15 personnes, en intelligence collective, de déterminer eux-mêmes, de designer un scénario de transition bas carbone jusqu'à 2050. Le nom de l'atelier, il vient du fait que 2 tonnes, c'est une référence aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Si on souhaite limiter le dérèglement climatique à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle, il faut que notamment on fasse baisser nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2 tonnes équivalent CO2 par être humain d'ici à 2050. Or, en France aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 10 tonnes par an et par personne. On a donc un défi, c'est de diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050. Et tout le principe de l'atelier, c'est de savoir comment on peut relever ce défi en mettant en place à la fois des actions individuelles et en voyant leur impact de façon en temps réel sur la réduction de nos émissions personnelles, mais aussi en incarnant des décideurs nationaux, tels que le gouvernement, les grandes entreprises notamment, pour voir comment elles aussi peuvent jouer leur rôle dans ce défi-là et voir la complémentarité de ces différentes actions. Quels enjeux souhaitez-vous adresser? En animant et en organisant des formations sur le changement climatique, nous avons constaté 2 écueils qui bloquent le passage à l'action pour le climat. Le premier écueil, c'est le fait de manquer de repères, d'être un peu perdu, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut agir, mais on ne sait pas quelles sont les actions qui ont le plus d'impact, quelles sont les actions les plus pertinentes, et notamment pour moi en tant que tel. Et par conséquent, c'est un peu compliqué de se lancer dans l'action quand on ne sait pas par où commencer. Et un deuxième écueil, plus psychologique, c'est un écueil qui est dans une forme de manque de motivation. À savoir, et ce manque de motivation, il peut venir de plusieurs raisons. Une première raison, c'est le fait de se dire, c'est déjà trop tard. Tout est perdu, tout est foutu, donc à quoi bon agir? Un deuxième type de manque de motivation, une source de manque de motivation, je dirais, ça peut être le fait de penser que son action à soi n'a aucun impact, que je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, et donc par conséquent, à quoi bon tenter des choses? Il y a d'autres acteurs qui, eux, ont de l'impact, qui, eux, peuvent bouger, mais je n'ai aucune prise sur eux. Et puis un troisième type de raisons qui peuvent amener à ne pas agir, c'est de se dire, en fait, toutes ces actions-là qu'on me propose sont que des actions qui sont très peu souhaitables, qui sont pas du tout sexy, qui vont m'amener que du malheur, grosso modo. Et donc, ce manque de motivation, on s'est dit, ça c'est un problème aussi, parce qu'il faudrait que les gens passent à l'action, concrètement. Et donc, toute la genèse de 2 tonnes, c'est d'imaginer une expérience pédagogique qui permette de tacler ces 2 enjeux-là, qui donne aux gens des repères, pour le coup, scientifiques, quantifiables, objectivables, sur les actions qui ont le plus d'impact, et le levier de la transition en tant que tel, mais deuxièmement, qui leur montre que leur action à eux a peut-être beaucoup plus d'impact qu'ils le pensent, parce que, notamment, elles ne sont pas limitées juste à l'individuel, mais aussi qu'elles ont un impact sur le collectif. Et c'est tout l'enjeu de l'atelier 2 tonnes, de permettre à chacun, avec ces réflexions-là, avec ces informations-là, de déterminer soi-même le rôle qu'il veut prendre par rapport au défi du dérèglement climatique. Quels ont été les déclencheurs du projet? Moi, j'ai découvert l'outil et j'ai eu cette espèce de coup de foudre, équinoxe, d'aucuns l'appelleront comme ils veulent, mais
de me sentir complètement à ma place en vivant l'expérience en tant que participant et ensuite en l'animant en tant qu'animateur. Et dans l'énergie qu'il y a eu, dans la dynamique que l'atelier crée, je me suis complètement reconnu. Et en fait, ça parlait, j'avais l'impression que ça faisait écho à une bonne partie de mon parcours en tant que personne, en tant que professionnel, mon parcours philosophique. Je me suis complètement reconnu dedans et je me suis dit, l'ADN de ce projet-là, en fait, il ressemble à mon ADN à moi. Mais il y a une rencontre qui s'est faite avec François, son fondateur. Et cette rencontre, au bout d'échanges et d'une disponibilité qui s'est faite naturellement en termes de timing, a permis à ce que très vite, en fait, on s'implique les deux et qu'on décide d'y consacrer tout notre temps professionnel sur le projet. À quel futur souhaitez-vous contribuer? Le principe, l'objectif de Doton, c'est de permettre à chacun et à chacune, de façon individuelle mais aussi collective, de déterminer le type de société qu'ils veulent pour demain. Et c'est tout l'enjeu en fait. Et tout le déploiement, le logiciel, tout ça, c'est pour poser cette question-là. On sait qu'on va devoir faire des changements. Cette transition dont on parle, c'est ça. Il faut changer beaucoup de choses si on veut limiter le dérèglement climatique et éviter toutes les conséquences qu'il y a derrière. Quel type de changement on veut? Et comment on veut les mettre en place? Et comment on veut que ça impacte nos vies? Et en fait, il y a un champ des possibles qui est très large dans l'absolu, à la fois sur le plan technique, démocratique, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais toutes ne sont pas nécessaires, toutes ne sont pas possibles en tant que telles, concrètement, et toutes ne sont pas souhaitables. Et nous, on a envie que les gens se posent cette question-là. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'ils en soient conscients? Qu'est-ce qui est possible réellement, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui est souhaitable? Et cette question de qu'est-ce qui est souhaitable, pour moi, elle est intéressante, parce qu'elle nous pose la question de ce qui est souhaitable pour moi, et ce qui est souhaitable en tant que société. Pour nous, ce problème climatique, qui est un problème très central, on pense que c'est une urgence et qu'il faut prioriser des problèmes quand on doit agir sur un sujet, mais aussi, on pense surtout que ça peut être une opportunité pour relever énormément d'autres défis. Et que plus que de dire, bon, il faut qu'on gère ce problème-là, puis après on gérera d'autres problèmes, on dit non. En trouvant des solutions à ce problème, en se posant les bonnes questions, en fait, on peut régler énormément d'autres problèmes de la société. Que ce soit d'autres problèmes environnementaux, d'autres limites planétaires, à la biodiversité, etc. Mais aussi des problèmes beaucoup plus liés, encore une fois, au démocratique, au social, à l'accès aux ressources, à l'égalité des chances, etc. Et qu'en fait, ça peut être un vrai levier pour créer un monde meilleur, au sens propre du terme. Quelle personne ou initiative t'inspire? Avant, j'étais en Argentine et j'essayais de faire bouger des choses, mais ça partait de plus loin. Et t'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert. Là, tu arrives en France et tu croises des gens passionnants, des projets incroyables à tous les coins de rue. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable, je trouve, qui est une chance vraiment, vraiment folle. Ceci étant dit, je vais quand même essayer de citer quelques projets qui m'inspirent. Le premier projet, naturellement, c'est la fresque du climat, à la fois dans la capacité de créer un outil aussi puissant et de se rendre compte de l'impact qu'il a sur les participants, mais sur les gens qui s'impliquent dans le projet, qui l'animent, et de voir à quel point c'est fédérateur, mais aussi dans le modèle que ça a créé, c'est-à-dire de créer un outil, de permettre sa diffusion massive, de permettre à plein de gens de l'utiliser. Forcément, ça a énormément inspiré Doton dans le type d'organisation, le type de structure, le type de modèle de développement qu'on a voulu mettre en place. Ça serait un premier projet, mais après il y a des projets aussi plus incarnés pour certains, genre la caserne bascule. Au-delà du fait que c'est des gens que je connais qui ont bâti ce projet-là, pour moi c'est des choses qui sont ultra inspirantes, parce qu'il y a un niveau d'incarnation d'une forme de transition, d'un rapport au monde, d'un rapport aux autres, qui est ultra poussé, qui est très ambitieux, mais qui est très intègre. Au niveau plus entrepreneurial, par exemple, un projet comme Yuka, je prétends pas connaître très bien, je connais pas les personnes qu'il y a derrière, mais je trouve ça génial. Non pas tant par la solution en tant que telle, mais là aussi par le modèle de développement qu'il y a, l'intégrité dont je trouve qui se dégage du projet, la façon de penser le modèle d'affaires qui est ultra contre-intuitive, je trouve, et où tu sais très bien que tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent si tu faisais les choses différemment. Mais là, le rapport que tu crées avec les gens, la façon dont ils s'approprient ça, la confiance que tu dégages et l'intégrité, pour moi, je trouve que c'est très inspirant. D'autres projets qui peuvent être inspirants, quelque chose comme Make Sense, je trouve ça vraiment cool. Pourquoi? Parce que il y a une méthodologie
un peu, mais que pour moi je trouve un peu méta, parce qu'en fait ils n'ont pas un produit sur l'étagère qu'ils proposent, ils ont des méthodologies, des façons de s'organiser, de dynamiser des communautés, de créer des communautés qui déploient et que eux-mêmes s'appliquent en interne avec plein de communautés qui se créent, des sous-projets et tout ça, et ça fait une constellation de choses que je trouve ultra vivifiante. Un autre projet que moi je trouve trop cool, c'est les collectifs. Donc les collectifs, c'est des collectifs de salariés engagés dans des entreprises, souvent des grandes entreprises, et des gens qui sont constitués comme ça. Et c'est trop cool parce qu'en fait au départ c'est juste 2-3 personnes qui se rendent compte, qui se disent tiens on pourrait pas faire des petites actions. Ils forment des collectifs et là ils se sont formés en organisation qui fédère des collectifs et en fait ils se font contacter quasiment du monde entier. On dit comment on fait, vous pouvez pas nous aider, on veut des conseils, on est en Italie, on est en Allemagne, on est en truc. Et je trouve ça trop bien en fait que tu aies ce côté très, très méta et chacun vient pour avoir de l'inspiration et tu as un écosystème qui se forme que je trouve super inspirant. En France, il y a des chercheurs, des scientifiques qui sont d'un très très haut niveau, qui pensent et qui ont une plateforme d'expression et qui s'expriment d'ailleurs super bien sur le sujet, qui rendent ça ultra accessible et des choses qui sont scientifiques, complexes, qui peuvent paraître très très dures et très, très difficilement accessibles à un grand public, le deviennent. Et ça, je trouve ça super inspirant. Quels ont été les premiers signes de victoire ? Moi, je préfère parler de sorte de point de passage, parce que la victoire finale, c'est quand même d'atteindre les 2 tonnes et donc d'engager énormément de gens dans le monde. Ceci étant dit, nous, il y a quand même eu des points de passage intéressants. Un des premiers points de passage, c'est quand il y a 2 grandes écoles, Supaéro et Centrale Supélec, qui nous ont demandé de faire l'atelier pour des centaines d'étudiants, respectivement 300 et 900 le même jour. Et en fait, ça montrait que l'atelier, il y avait une puissance, qu'il y avait une rigueur, qu'il y avait une qualité en fait en tant que telle, qui faisait que des grandes écoles d'ingénieurs voulaient l'utiliser pour leurs étudiants. Donc ça, forcément, c'est ultra reconnaissant. Et c'est aussi ça qui a contribué à dire, là, il faut qu'on se donne des moyens de répondre à ça. C'était une première belle victoire, et notamment parce que ça a marché. Que les profs étaient ravis, qu'ils trouvaient ça très qualitatif, et que les étudiants aussi ont fait des retours géniaux, il y a eu des notes qui étaient formidables, c'était trop bien. Ça, c'était une première victoire. Mais je pense que la grosse deuxième victoire, c'est quand on a décidé de massifier les formations à l'animation. Et en quelques semaines, on a formé plus de 150 personnes qui sont devenues animateurs et qui donc sont devenus capables d'animer eux-mêmes en toute autonomie avec leurs amis, leurs proches, etc. Mais pour moi, une autre victoire que j'ai le plus ressentie, c'est le séminaire qu'on a organisé en mai 2022. Parce qu'en fait, on était un petit groupe d'animateurs qui étaient là. Mais la victoire, c'est les retours qu'on a eus de ce séminaire. C'est-à-dire des gens qui nous disaient « Ce que j'ai vécu durant ces 3-4 jours, je ne l'avais jamais vécu ailleurs. Et j'ai appris énormément. » Et cette notion de communauté qui dépasse juste un atelier, qui dépasse juste des données, une expérience pédagogique, mais qui donne un certain rapport à la transition en tant que telle, d'être capable que tu peux le créer et que les gens le ressentent comme ça, et qu'ils le vivent comme ça, pour moi, c'était un énorme marqueur de victoire. Ça permet d'envisager la suite. Ça permet de se dire, tiens, là, on fait 20 000 participants, mais ça veut dire qu'on pourra faire beaucoup plus. Là, on peut faire ce type de projet-là avec ce type d'impact. Ça veut dire qu'on pourra faire encore plus après. C'est une sorte de passeport pour toujours aller plus loin en termes d'impact. Comment mesurez-vous votre impact ? Donc nous, on bosse depuis longtemps sur la mesure d'impact. Et même si c'est encore très imparfait, on a des actions concrètes qu'on fait. La première, c'est des questionnaires qui sont envoyés après l'atelier aux gens, sur lesquels on pose des questions sur à quel point vous vous sentez plus outillé pour agir pour le climat, à quel point vous pensez agir, etc. Donc ça nous donne déjà des retours qui sont assez quanti. Une deuxième chose, c'est qu'on a créé sur la plateforme d'Automne une fonctionnalité post-atelier, qu'on appelle le tableau de bord, dans laquelle les gens peuvent choisir des actions concrètes qu'ils veulent faire et voir leur impact sur leur empreinte carbone. Et donc ça, c'est une action, on va dire, d'engagement, même si ça reste du déclaratif, mais savoir que des gens ont pris la peine de retourner, de revoir leur empreinte et de choisir des actions, ça te montre quand même qu'il y a une volonté d'action. Maintenant, la nouvelle frontière, c'est de constater ça, non pas sur le déclaratif en mode d'intention, mais sur le déclaratif en mode je l'ai fait, en mode de constat. Et ça, c'est sur ce sur quoi on travaille. On a une stagiaire qui est à plein temps sur le sujet, qui fait un master en psychologie comportementale, et qui est en train de travailler avec nous sur savoir comment on peut maximiser cet impact-là, au niveau qualitatif. Quelles sont les prochaines étapes ?
on a quatre axes. Le premier, c'est consolider. Le projet, il est encore jeune. Il faut consolider les choses. Consolider les offres, consolider les outils, etc. Le deuxième axe, c'est d'industrialiser. C'est-à-dire, c'est un terme un peu moche, mais qui dit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'échelle. Il y a une grosse demande, et pour ça suppose de mettre de l'huile dans l'engrenage. De permettre à ce que justement tous ces outils-là, un maximum de gens puissent les utiliser, et que tu limites le temps marginal que tu passes à chaque personne. Le troisième, c'est d'innover. Innover, ça veut dire que on veut toujours inventer des nouvelles choses, innover pédagogiquement, innover dans le type d'événements qu'on organise, etc. Et le quatrième, c'est transmettre. Parce qu'on estime que 2 tonnes, c'est pas juste un atelier, encore une fois, c'est qu'on a des choses qu'on a envie de transmettre. On a un débat public auquel on veut participer, et qu'à chaque fois qu'on crée des choses, qu'on est capable de bien les maîtriser, on a envie de les transmettre. Quels sont tes futurs projets? Avec 2 tonnes, je me sens parfaitement à ma place, et c'est le projet qui m'occupe mes jours, mes nuits, et qui me passionne en fait. Donc je considère que pour l'instant, il faut que je me focus là-dessus, que je me concentre là-dessus, parce que c'est là où je peux avoir le plus d'impact sur la transition si je permets à ce projet-là de devenir plus grand. Et je considère que c'est un projet de vie. Donc je considère si je suis encore chez 2 tonnes dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sera probablement une bonne nouvelle. Ça veut dire que le projet aura eu l'impact que j'espère qu'il aura. Ça veut dire que moi, je pourrais toujours servir à quelque chose dans le projet. Si jamais, par contre, c'est pas le cas, forcément, je serai amené à changer. Et là, il y a énormément de choses. À la fois dans l'aspect pédagogie, où il y a plein d'autres choses à faire, dans des expériences à créer, mais aussi dans les choses plus concrètes. Des fois, ça me tâtonne aussi, soit de créer des produits qui contribuent à la transition. Moi, j'adore manger. Il y a des univers à créer autour du végétarisme et de réinventer plein de choses. Et ça, j'ai 50 000 idées et ça me tente vraiment profondément. Puis un autre axe, c'est des axes, on va dire, plus tournés vers le collectif sur des enjeux techniques. Par exemple, moi, la technologie du biogaz, comment on peut faire du biogaz et réutiliser un maximum de sous-produits, de déchets, de choses comme ça. Je trouve ça passionnant. Et là encore, il y a une place d'innovation, il y a une place de réinvention du rapport au monde, du rapport au réel, du rapport à ce qu'on vit, ce qu'on consomme, qui est génial. Et donc, c'est des projets sur lesquels tu peux avoir un impact technique, concret, mais aussi un impact sur les modes de vie et sur les façons de penser.